On ne la fait pas, moi. Ni de près, ni de loin, ni à l'aller, ni au retour. On ne me prend pas pour un con, moi. Surtout pas. Je les vois venir et de toute façon, je sais exactement d'où ils viennent et où ils vont. Vous pouvez tout repasser pour l'arnaque ou blabla. Alors, pour me la jouer à l'envers. Bonjour. Avec ça. Ils sont tous là à faire la queue devant ma petite boutique, collés contre la paroi comme dans une centrifugeuse, leurs billets à la main, en éventail ou crucifix, selon leur soumission ou leur peur des contrôleurs. Les moins débiles prennent leur casse-croûte en gare avant de monter dans le TGV. Ceux-là aussi je les vois. Ils passent par chez moi pour un café, une revue ou par ennui, histoire de voir les autres dans le wagon-bar du TGV. Beaucoup stationnent dans le déséquilibre du train. Beaucoup pour voir les filles. Moi je monte et je descends de Bretagne. Alors pour se rincer l'œil sur les guibolles bronzées du sud de la France, faut prendre une sacrée correspondance mentale. Pas loin de 9 ans, je bosse dans la restauration ferroviaire. Avec mon téléphone portable, je les prends en photo et j'archive à qui mieux sur mon ordinateur quand je rentre dans mes pénates. J'ai des milliers de visages. Et surtout aujourd'hui, celui de ce salopard. Il est venu me demander un renseignement, soi-disant. S'il y avait un autre wagon-bar, hein, comme ça, la gueule en coin. Je lui ai dit qu'il n'y avait que celui-là. Et là, il m'a joué sans talent une grimace de contrariété. Il m'a dit que le train était bourré de ses amis qui devaient certainement être dans l'autre TGV accolé au mien. Ben voyons. Avec sa tête de terroriste, j'ai de suite senti qu'il me fallait archiver. Surtout qu'il est resté sur place tout le temps, jusqu'à ce que je baisse à demi le rideau pour faire ma caisse. Il me remettait non pas comme quelqu'un qui penserait à autre chose, perdu dans le terrain vague de ses réflexions, non, il me scrutait ostensiblement. Je lui ai jeté plusieurs regards noirs, mais il continuait à me fixer avec un embryon de sourire. C'est quand il s'est mis à regarder le paysage que je l'ai flashé discrètement de profil, avec son gros nez un peu crochu à la juif et son bouc d'arabe sur moi. Il n'y en a plus, madame, mais créditez ce mot, ça ira. C'est le seul service de restauration où les clients ne se sentent pas obligés de laisser un pourboire. Ça, je l'ai jamais compris. Pas un rond, PNP7, même pas un sourire. C'est vrai que beaucoup grimacent en trouvant les prix prohibitifs, mais bon, ce n'est pas moi qui fixe les tarifs, et puis c'est tout de même le seul lieu de restauration où l'on peut payer ses 2,50 € de café lyophilisé avec une carte bleue. J'en foutrais, moi, de ces amis dans l'autre train. Une fois ma boutique close, je me suis dépêché de descendre le premier du train et je l'ai attendu entre une pancarte demandant à Monsieur Lamballe d'avoir l'amabilité de se faire reconnaître à la personne porteuse de la pancarte et une espèce de jeune gothique sautillant la punk et cherchant à foutre une tête d'iroquoise multicolore à piercing d'indienne sauvage. Quand il est arrivé, je l'ai pris directement à partie sans lui laisser le temps de souffler. Il m'a regardé bizarrement, sans vraiment comprendre ce que je lui disais, et il m'a dit « Je ne comprends rien à ce que vous me dites ». Il avait une voix bien parisienne pour un maghrébin de la seconde génération. Moi non plus, je n'ai pas d'accent pour un homme de couleur d'outre-mer. Je lui ai dit que j'avais inventé son manège, qu'il ne me prenne surtout pas pour un con, qu'un monde ne la faisait pas et... Vous êtes paranoïaque, mon pauvre monsieur. Ah, il m'a déstabilisé un pour instant et puis d'un coup, j'ai volé en éclats. Quand une trentaine de personnes se sont mises à lui faire signe, toutes descendues du second train et venues du fin fond du quai. C'était vrai, il avait voyagé sans les autres. Ça, je l'ai compris plus tard, lorsque je me suis mis à sa recherche, parce qu'il m'avait menacé d'écrire à mon entreprise pour dire à quel point je pouvais être dangereux du seul fait de prendre en photo les voyageurs à leur insu, puis de leur tendre en guet-apens en tête de train. J'ai fait l'erreur de lui dire, non pas que j'avais craint pour ma caisse durant tout le voyage, mais que j'avais la phobie du terrorisme et que lui, avec sa gueule de... Enfin, sous son air d'introspection qui reluquait comme des insectes les choses et les gens, bah, ok, c'est vrai, je m'étais peut-être fait un film. J'ai toujours voulu être un vrai acteur, un acteur dans la vie et de la vie, quoi. Alors mon existence, je l'avoue, à chercher la faute. C'est un peu, comment dire, un peu comme un loto, voilà, gagner un petit loto de reconnaissance et qu'on dise un petit mot sur moi dans la presse. Je ne veux pas la Légion d'honneur. Si j'en veux une, il me suffit d'aller déterrer Maurice Papon et de le prendre en regard de sa putréfaction. Mais respect des morts, je n'irai pas jusque-là. Ah ça non. Mais s'il arrivait quelque chose, un truc dans le train, et que justement, j'avais pu prendre la photo du suspect, du coupable, enfin je ne sais pas, mais pouvoir mettre les services de police sur la bonne voie, et que ma participation soit reconnue à sa juste valeur, eh ben ce sera bien, non? Voilà ce que c'est d'être un bon citoyen et comment on est récompensé. Ce pourri a écrit la direction, et j'ai été vertement tensé par ma hiérarchie. J'ai bien évidemment nié les faits et les menaces, enfin, les sous-entendus, parce que je n'ai menacé personne, puisque j'ai fait de la prévention. Il a écrit, et on m'a lu sa lettre, il écrivait vachement bien, l'enculé, que j'étais potentiellement dangereux du simple fait d'espérer un fait divers grave pour devenir le héros de ma propre existence, quitte à le fomenter moi-même. Il citait à titre d'argumentaire irréfutable les pompiers pyromanes, les policiers braqueurs, les politiciens tricheurs et les gynécologues obsédés sexuels. Moi, il me qualifiait comme un profond déraillant mental. Cet enfant de pute ajoutait qu'il comprenait ma démarche. Vu le train-train, la routine, la frustration de mon emploi à vendre des encas dans un train qui devait à la longue, par ses soubresauts me mettre le cerveau à l'envers, en le braquant comme dans un shaker. Il avait
joint des photocopies de ses billets de train, et pas du tout anonyme, ses coordonnées. Comme il ne connaissait pas mon nom, il a fait ça pour que les services de restauration ferroviaire me trouvent, me remontent, me convoquent et me posent la question. Après avoir bafouillé, j'ai bafouillé la compréhension. J'ai nié d'un bloc. Et de retranchement en retranchement, j'ai fait mine de me souvenir que j'avais en effet comme ça un moment biliaire apostrophé un usager qui reluquait d'un peu trop près une jeune fille qui me semblait mineure et que je lui avais fait croire que j'allais prendre une photo de lui qui regardait l'enfant. Oui, oui, tout ça en le sermonnant du goupillon de mon téléphone portable. Mais promis juré, je n'en avais rien fait, au cas où quoi. Heureusement, il ne portait pas plainte, juste une réclamation à mon encontre, il prévenait quoi. Mais lui, il pouvait faire sans prendre de risque, puisqu'il avait pignon sur rue, ce maire de l'Écrivagnon. J'ai su plus tard que les organisateurs d'un festival du roman, d'un gros salon littéraire, avaient acheté les billets pour la majorité des auteurs invités, mais que lui, c'était sa maison d'édition qui lui avait pris son billet, et voilà pourquoi, au retour, cette salope d'intello ne se trouvait pas dans le train, et qu'il cherchait après ces putains de potes de merde, que moi, l'observant, lui me disséquait. Il avait même mis un aphorisme en exergue de sa bafouille délatrice, que quand tu regardes l'abîme, n'oublie pas que l'abîme regarde en toi. Il avait senti un quelque chose en moi, un machin malsain d'après ses dires, et son côté d'écriture l'avait fait m'ausculter, d'où sa présence tout au long du voyage. Maintenant, j'ai une semaine devant moi avant que la procédure ne suive son cours et que mon entreprise ne porte plainte contre moi et que je subisse le viol d'une perquisition et que mon ordinateur soit désossé. Enfin, vu ce qu'il y a dedans, j'arrive pas à tout effacer parce que dedans il y a des criminels, plein, des wagons. Je peux pas tout griller comme ça d'un truc de souris. Il y en a plus, putain de merde. 3 fois je vous le dis qu'il y en a plus de ces merdes de sandwich. Voilà, vous avez des chocolateries là? Gaffe-toi, gros porc, et prends-en pour ta vache de bonne femme. C'est ça, dégagez, va te plaindre à mon cul. Si tout le monde faisait comme moi, je ne dis pas qu'il faut se fliquer les uns les autres, mais c'est ça, dégage pauvre pomme. Faire attention, être attentif quoi. Il y aurait moins de malheur, ou alors en cas de malheur, on saurait de suite qui a fait quoi, où et comment, et ensuite la justice suivrait son cours jusqu'au pourquoi. Franchement, je n'ai pas raison là? Un tout petit peu raison quand même, non? N'empêche. Mais non, je l'ai pas insulté. Vous me connaissez bien, Georges. 5 ans que vous faites la ligne avec moi. Mais c'est lui, c'est ce monsieur. Il y a sa femme, qu'il y a des négros qui font le service du bar. Il peut nier ce con. Georges le contrôleur et moi, on est comme qui dirait cousin. Pour autant que je descende du singe, moi, car ce nègre, on est un vrai de vrai tout juste naturalisé français de sa Côte d'Ivoire. Ça me tue qu'on me confonde avec les Africains. Je suis antillais, moi, bordel de merde. Et c'est pas un bougnoul que rame ma peau. Et les nègres, ils vous contrôlent en plus, mon bon monsieur. Non, Georges, ça vaut pas la peine, c'est un malheureux ce type. Et j'avais son adresse, et sur internet via Google, je l'ai moi aussi remonté. Et ben vous savez quoi, pour un paranoïaque, j'ai un sacré putain de merde de pifomètre parce que ce fils de pute fait partie de ces anciens tolards qui se sont mis à écrire en prison française et son profil disait à quel point il avait été méritant de passer de l'alphabétisation à l'édition en s'arrêtant par la case prison. C'était un voyou, un vrai de vrai fiché au grand banditisme ce truc. Alors moi je me suis dit que j'allais me le faire et je l'ai pisté de salon littéraire en dédicace, de librairie en débat. J'ai même lu ses livres, il écrit bien mais il pense mal. Voilà à quoi pensent nos impôts, à rendre intelligentes des bêtes fauves pour qu'elles nous bouffent à leur sortie avec des couverts en argent. Au lieu de les faire trimer, on les éduque alors que nos propres enfants, eux, finissent au chômage ou dans l'assistanat du RSA, un résidu sans avenir. Y a pas à dire, j'ai quand même un 6e sens inné. Et je l'ai dit à la hiérarchie que j'avais pas tout faux, et je leur ai donné une liasse de documents concernant ce truand lettré. Là, la commission m'a regardé bizarrement. On a parlé de surmenage, de dépression, de repos, d'ITT, de congé sans solde, et puis tout bonnement de licenciement pour faute grave. Parce que le fait d'avoir enquêté sur lui prouvait qu'il n'avait en rien exagéré sa réclamation, et je devais être reconnaissant de son indulgence pour ce que la hiérarchie venait de diagnostiquer comme une pathologie. Seulement, il ne pouvait pas, puisque l'autre ne portait pas plainte, et qu'à leur demande, à leur supplique, il a répondu qu'il ne portait jamais plainte auprès d'une justice à laquelle il ne croyait pas. Ce PD a pris ma défense. Et d'après les dires de mes supérieurs, il s'est même permis d'avoir un fou rire au téléphone en disant que ma moitié blanche souffrait ma moitié blanche était une balance de moucharde génétique et que ma moitié noire souffrait d'un complexe jacksonien. Voilà pourquoi je suis allé chez lui, pour que ma moitié blanche le juge et que mon autre moitié noire le condamne. Mais ce que je ne savais pas, et en cela il ne faut jamais croire, ce que disent, écrivent, clament et proclament la presse bourgeoise et les médias vendus, c'est que ce type n'était pas du tout, mais pas du tout réinséré. Il portait en lui, en son âme et cœur, une puissance maléfique de récidive. Et j'aurais dû mieux lire entre les lignes de ces ouvrages de psychopathes sociopathes à tendance schizophrène. Il n'imaginait rien, il vivait ses écrits comme le Christ sa biographie de l'Ancien au Nouveau Testament via les évangiles. Tout est vrai. Même le diable, ce mec. Ah, vous savez quoi?
Il m'attendait. Je dirais même plus qu'attendre, il m'espérait, comme une page blanche à gribouiller de noir, comme un poète en manque de muse, en panne d'inspiration. Quand il m'a demandé si j'aimais le train d'un amour fou, si c'était ma passion depuis l'enfance, mon hobby, mon toc, ma canne, ben j'ai dit oui, parce que ce qui risquait de sortir du tunnel de son flingue, je vous jure que ce devait être ressemblant à l'Eurostar, avec un grand gros wagon pointu au bout. Alors j'ai ouvert les fichiers secrets de mon ordinateur, il m'a demandé si je me masturbais devant le trombinoscope des passagères. Il a été jusqu'à sa photo, a apprécié mon sens artistique, pas mal pour une prise à la sauvette. Il a fait contrôle puis hop corbeille, a effacé tout ce qui le concernait sur le coup, contre bien effacer le reste plus tard dans la nuit et ailleurs. Il m'a ensuite descendu dans sa cave, m'a prêté pour un dernier voyage. Je suis arrivé à dos d'homme dans un endroit indéterminé de mon ouïe, j'ai respiré à plein poumon l'air glacé de la nuit dans le froid d'une bâche de plastique puante dans le noir. Je me suis métamorphosé petit enfant en urinant sur nous. Il m'a tapoté gentiment une fesse sans me gronder, il m'a posé au sol, sur le dos, j'ai frétillé sur du gros gravier, du ballast certainement. Je l'ai senti m'embrasser sur le front et mon bandeau a glissé de mes yeux à ma bouche. Il s'est redressé en se débraguettant. Il s'est marré et m'a murmuré qu'il me pisserait bien sur la gueule, mais que l'ADN butiné par la police scientifique faisait qu'on ne pouvait plus cracher de rage haineuse sur un cadavre tout frais assassiné en hurlant dessus. Je te l'avais bien dit, enculé, que j'aurais ta peau, hein. Je te l'avais dit ou pas? Vous pigez que la violence, vous autres chiottes de chiottes. Et sur ta gueule, un bon glavio. Les horaires de train, je connais. Et même quand c'est un TER qui vous passe sur la gueule, c'est du lourd. Alors moi, je me suis mis à pleurer, à m'enlever des supplications, à baver. Pardon, que désormais, j'apprendrai à fermer ma gueule ou mon fion comme il le voulait. Moi, j'avais le baillon et lui le vocabulaire. Ça, c'est bien lui qui l'avait. Moi, là, j'étais qu'un pauvre nec sali par le blanc de génération en génération, corrompu par le colonialisme, inhibé par le racisme, aliéné par la discrimination, assimilé par la civilisation occidentale et chié par elle, pour une totale collaboration. Il m'a dit qu'en tant qu'arabe, il compatissait. Arqué un jour qu'il comprenait, mais Arqué toujours. Il ne m'a pas détaché pour autant, ni ôté de dessous la tête le rail qui me servait d'oreiller. Les pieds surélevés, c'est bon pour la circulation sanguine, m'a-t-il dit, reposant sur le rail d'en face. Tu vois, les types comme toi, c'est dangereux, pas types comme moi, tu piges. Toi, tu pensais bien faire dans ta tête de malade. Eh bien moi, dans la mienne de Barjot, je suis sûr de bien faire. Et t'as du pot que je t'encule pas avant, en guise de dédommagement, mais bon, c'est pas mon goût, toi, trop blanc. Je lui ai juré que j'apprendrais à fermer ma gueule, mais lui a soupiré chagrin qu'il ne faut pas apprendre à fermer sa gueule, mais à ne jamais l'ouvrir, et que c'était toute la différence entre lui et moi. Une fois qu'on l'a ouverte, ses culs, on recommence, même en tendant cette fois sa langue dans son bec. C'est maladif, la parlotte, et contagieux. Il s'est redressé, a regardé sa montre. On va beaucoup entendre parler de ce train qui arrive à l'heure. On va enfin te causer de toi, mon mignon. Il s'est de nouveau agenouillé pour me faire une bise sèche sur le front, pas question de laisser de la salive, tout en me remerciant. Oui, il me remercier. Je vais faire une putain de bonne nouvelle, payer 300 €, mon pote, grâce à toi. Le train est arrivé avant Zorro et à l'heure.
Voilà. Ils me l'ont tué. Moi, j'ai juste posé la question de savoir qui avait fait le coup de feu. Ils n'ont pas voulu me le dire. J'ai reposé la question plusieurs fois à différents niveaux de la hiérarchie. Pareillement, aucune réponse. Des regards, oui. Des visages embarrassés aussi. Beaucoup de dos tournés. Un nombre incalculable de têtes baissées, occupées à autre chose. Des doigts tendus, indiquant des directions de couloirs agencées en dédales administratifs. Moi, je voulais pas grand-chose. Juste savoir pourquoi ils me l'avaient tué. C'est tout. Je voulais un nom, un visage. Voir un homme dans les yeux et lui demander pourquoi. Pas compliqué. J'ai discuté avec des journalistes. Tous étaient attentifs, très intéressés. Puis, au fil du temps, rien. L'oubli. Ils ne me répondaient même plus, me priaient même, très agacés puis grossiers, de cesser de les appeler. Certains ont changé leur numéro de téléphone portable, alors qu'ils étaient ravis de me le donner au début, tout en serrant fortement mon épaule sous leurs mains. Regard droit, franc et clair. Limite nimbé d'empathie. J'ai fait le siège du magistrat instructeur. Il m'a reçu une fois. Ensuite, il m'a gentiment fait expulser par les gendarmes. Mon avocat, comme un curé me jurant le paradis à venir, il me promettait la vérité sur toute l'affaire. Il s'en chargeait, me disait-il. Jusqu'au jour où il a été nommé bâtonnier au barreau de sa ville. C'est comme s'il m'avait enterré 6 pieds sous le dossier, là où gît mon fils, avec sur la page rouge de couverture du dossier de l'affaire, son nom et sa numérotation de victime. J'ai écrit un nombre incalculable de lettres, du garde des Sceaux au président de la République, en passant par le maire de mon village de naissance, là où il y a le nom de notre famille en bonne place, sur le monument aux morts. Mon député aussi a reçu une lettre où nous sollicitions sa haute bienveillance. Il ne s'est pas abaissé à nous répondre. S'il m'avait envoyé une photo dédicacée de leur figure, c'eût été moins indécent que cette réponse, toute faite. Qui suit son cours? Son cours de quoi? Comme rien ni personne ne voulait me parler, et qu'il n'osait même pas, même plus, me mentir alors. J'en ai abattu un. Et un autre. À des niveaux différents. D'abord au hasard un gardien de prison, puis un lit de la paix. Et là, ça a commencé à bouger, doucement. Le point d'interrogation dans ma tête s'est démultiplié dans la leur. Les journaux ont pris le relais. La télévision s'est ouverte sur l'incompréhension. La leur semblait plus importante que la mienne. Ils parlaient de serial killers potentiels. Les serial killers s'attaquent aux petites gens, aux faibles, aux isolés, comme l'a fait l'État en s'acharnant sur mon petit gars. Moi non. J'ai travaillé en usine, et je sais l'exactitude, le millimètre près. Je cible. J'ai exécuté un membre de leur famille, le plus vieux, un grand-père qui venait chercher à l'école les enfants du directeur de la prison, où mon fils, Eric, a trouvé la mort. Le vieil homme est tombé dignement aux pieds des 2 enfants. Il y a eu une bousculade sur le trottoir, et comme il y avait des rambardes de sécurité entre l'école et la rue, la bousculade a fait quelques blessés légers. Une maîtresse s'est évanouie, et je crois, je ne suis pas sûr quand ils exagèrent aux infos, qu'une femme enceinte a perdu les os. J'ai rien vu de tout ça. Je pédalais déjà sur mon vélo, direction Gare du Nord, où mon train m'attendait. Ensuite, j'ai abattu un huissier de justice. Très simple. J'ai sonné à son cabinet. Sa secrétaire m'a fait entrer. Son bureau donnait sur le rez-de-chaussée, côté rue. Il m'a serré la main, un geste d'invite vers une chaise confortable. Il a croisé ses mains sous son menton et m'a demandé par-dessus ses lunettes « Monsieur, pourquoi me l'ont-ils tué ?» Il a levé les sourcils sans saisir. Le calibre 22 long rifle à un coup n'a quasiment pas de détonation. Il est juste mortel tant la balle est fine. Je suis parti en enjambant la fenêtre. Mon vélo était si près que j'aurais pu sauter dessus, comme un cow-boy sur son cheval. J'aurais pu fouiller son bureau, récupérer les accusés de réception qui me faisaient parvenir, suite au prêt de dossier de la partie civile que j'étais. Il m'envoyait ses notes de frais harcelantes et menaçantes sans rien savoir de nous, de notre famille. Le tarif des contre-expertises que je me refusais de payer. Il nous les envoyait, cet huissier de flanelle, de lin et de soierie. Mon bleu de travail a bien plus de dignité que son pyjama le plus cher. La police scientifique a déterminé que les personnes retrouvées abattues de ci de là l'étaient par la même arme. La police scientifique, laissez-moi rire.
La seule science policière est bien celle du muscle lingual dans la bouche d'un délateur. Moi, comme beaucoup d'ouvriers, je parle pas. Ou alors au mien. À parler pour ne rien dire, on finit par écouter pour ne rien croire. Alors j'ai fermé ma gueule. Sauf à mon Eric, quand je vais le fleurir. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin, mon tour de France. Un billet de train pour moi, un autre pour mon vélo. J'ai contacté une association de victimes et une autre de légitime défense, pour subventionner au mieux la leur, chacune appuyait un argumentaire sur la série de crimes dont j'étais l'auteur. Comique quand même. J'étais dans l'assemblée et ils m'ont même tendu le micro, au cas où je voudrais poser une question. J'ai demandé pourquoi. Et lorsqu'ils ont compris que je parlais d'une bavure étatique, là, ils se sont tous fermés, comme des cercueils. Le cas par cas criminel les interpellait, mais là, franchement, ce n'était plus du domaine de la victimisation, ou de la légitime défense, ou de l'accident avec haro sur les assurances. Ce qu'il arrivait à notre famille, ils disaient que c'était un chagrin, un malheur, un qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise. De la lâcheté déguisée en impuissance. C'est drôle, on combat la violence sociale et on fait profil bas devant la brutalité étatique. Moi, j'y comprends pas grand-chose, malgré mon certificat d'études. Ils avaient interpellé le gouvernement et revenaient de manifestation en pétition à l'intelligence de la peine de mort. Moi, je souriais, puisqu'effectivement, je condamnais à mort. Mais d'une manière moins aléatoire que ne l'analysaient les professionnels de la psychologie criminelle. Je condamnais avec l'élégance au moins de ne pas juger. Il y a eu l'épisode du portrait robot. Ça m'a serré le cœur. Voilà que j'étais de type nord-africain. Aux dernières nouvelles. Ça m'a serré le cœur de voir à quel point de rupture ils avaient peur. Celui de jeter un bouc émissaire en pâture au public, histoire de faire coup double, de se servir de ma question. Pourquoi me l'avez-vous tué? Dans le but de semer le racisme et la haine. Je suis français. Typiquement français. Petit, rondouillard, de gros mollets pour raison de vélo, celui qui pendant 45 ans m'a emmené à l'usine. J'ai une calvitie pleine de bonhomie, j'ai un peu de ventre, j'avais une fille, Nathalie. Et il me reste un garçon, Blaise. Il ne sert à rien de ce que je fabrique pour égayer ma retraite. J'ai franchi un pas important en éradiquant un adjoint au maire chargé de la sécurité. Là, il paraît qu'une caméra de surveillance m'a filmé. J'ai regardé les informations et je me suis vu, de dos, les pieds en canard, pédalant des talons sur mon vélo. La dégaine plus rigolote que ridicule avec mes genoux de part et d'autre. Il n'y avait aucune suspicion à l'égard de ce cycliste. Invité à témoigner au cas où il aurait vu quelque chose de basané ou quelqu'un d'étranger. J'ai pas donné suite. Je suis parti avec toute la famille nettoyer et embellir la tombe d'Eric. On reprochait dans un entrefilet à la secrétaire de l'huissier, interrogé puis placé en garde à vue, d'être parti sans avoir ouvert la porte du bureau de son patron, sans lui dire au revoir. Loi Blanche revenait de 2 semaines de congé, sans s'être soucié de son employeur retrouvé 2 semaines après. Assassiné. Elle jurait que c'était la vérité. Quittant le bureau en retard sur l'horaire de son bus, elle avait couru, crié un bref « Au revoir, monsieur !» et ne pouvait en dire plus. Comme la vérité n'est jamais crue lorsqu'elle vous hurle à la face. Cette secrétaire fit une dépression nerveuse. Moi, son cerveau ne m'avait même pas enregistré, mais elle jurait reconnaître quelque chose de furtif, d'indicible, dans le portrait robot longuement exposé, secoué et brandi sous son nez. J'ai tué un agent de la RATP et un autre de la SNCF. Tous 2 des contrôleurs. Eric n'avait pas de billet lorsque la police lui a mis les menottes. Quand il a pris peur et qu'il s'est enfui en courant. Quand le policier lui a tiré une balle de fort calibre dans le dos. Il a survécu. C'était un costaud, mon gamin, avec des petits problèmes dans sa tête, comme tous les gosses, mais pas plus. Pas comme vous l'avez dit et écrit dans votre rapport, monsieur l'expert psychiatre. Eric était agressif, immature et avec une forte dépendance à l'alcool. Alors une fois guéri, ils l'ont placé en détention sous l'inculpation de outrage, rébellion et délit de fuite. Il aurait même frappé les 6 policiers et les 3 contrôleurs, mon Hulk. Tout de même étrange qu'il ne se soit montré ni agressif, ni en manque d'alcool durant son temps d'hôpital. Étrange aussi qu'une fois en prison, il se soit mis à péter les plombs, alors que sa lettre, celle que ces imbéciles nous ont remise, était pleine d'espoir,
de jeunesse, et nous disait qu'une peine de 3 mois n'était en rien dramatique. Sa lettre n'était en rien celle d'un suicidaire. Alors pourquoi? En prison, dès qu'il a pu. On l'a retrouvé pendu. Je crois qu'il était mort avant son suicide car son visage portait des traces de coups. J'ai pris des photos à la morgue. Il était rétif à l'autorité, c'est vrai, mais de là à le frapper à 10 contre 1 dans une cellule, alors qu'il n'était même pas complètement cicatrisé de ses plaies par balles, c'est... Comment dire? C'est pas bien. C'est pas digne des droits de l'homme. On devrait quand même en garder un peu pour chez nous des droits de l'homme, au lieu de tout exporter à l'étranger et de s'en fabriquer d'autres selon les campagnes politiques. Enfin, ce que j'en pense... L'administration pénitentiaire a été sacrément efficace. Elle nous a remis les affaires d'Éric, lavées, repassées, sous cellophane. Moi je croyais comme dans les films qu'un suicide découvert était traité comme une scène de crime et qu'il fallait laisser en l'état, sans toucher à rien. Là ils ont fait diligence, les surveillants de prison. C'est drôle qu'ils aient lavé les fringues d'Éric, puisqu'il était nu au quartier disciplinaire. Moi, je crois que de tout nettoyer, c'était la meilleure manière d'éradiquer de l'ADN. Monsieur le juge d'instruction n'a pas relevé ça, malgré ma demande en accusé de réception. Il y a des accusés qui n'arrivent jamais là où ça blesse. Le conseiller psychiatre n'a rien compris du discours que je lui tenais. C'est vrai que lorsqu'on les consulte, ils vous écoutent en silence, derrière votre dos. Quand je lui ai fait face, je vous jure qu'il a voulu m'expliquer un truc. Mais bon. Je n'ai pas dû perdre grand-chose en lui coupant la parole. Le juge avait sous-entendu que j'avais dû bien mal élever mon garçon pour qu'il ose voyager ainsi sans titre de transport. Je lui ai répondu si ça méritait la mort. Il a baissé le menton et a marmonné que si tout le monde faisait comme Éric. Lui, monsieur le juge, restait intouchable. Alors j'ai abattu son fils. Et son petit-fils. La belle-fille de monsieur le juge est devenue folle en moins de 3 minutes. La femme de monsieur le juge ne parle pas. Et monsieur le juge se demande pourquoi. Je lui ficherais bien mon billet que... Mais à la réflexion, c'est mieux qu'il en vive de son pourquoi. Comme j'en ai crevé. Ça y est, ils ont osé en parler à l'Assemblée nationale. Il était temps. Alors étrangement, il y a eu des fuites. J'ai eu le nom du policier qui avait fait le coup de feu contre mon Éric. Un reportage sur les bavures policières. Il témoignait à visage découvert, les yeux injectés de filaments émotifs, le menton relevé, tremblant de défi. Il regardait face à la caméra, et ce sentiment qu'il s'adressait directement à moi, sans me citer, mais m'insultant. Juste sa difficulté à vivre après cet incident. La cellule psychologique tout autour de lui, qui chaque jour le poussait davantage à combattre le reflet de son remords. Ce tueur légal continuait, en me jouant son rôle de chèvre. J'ai flingué la télé d'hôtel et je me suis endormi, mon rêve en tête. Le lendemain, j'ai abattu un obscur journaliste d'une sombre télévision régionale. Mon fils Blaise a été arrêté.
Il est moins coléreux qu'Eric, alors je n'ai pas trop peur pour lui. Et ils ne peuvent tout de même pas récidiver comme ça, en si peu de temps. Un doublé contre la même famille. Et je l'ai vu, mon grand, aux informations, hurlant aux journalistes que son père n'avait rien à voir avec tous ces meurtres. Et il a eu le temps, tandis qu'il le poussait, de faire tomber le blouson que son escorte tombait et tenait sur sa tête, histoire de protéger son anonymat, ou de souligner sa culpabilité présumée. C'est vrai qu'il n'a rien à voir. Tout à faire, mais rien à voir avec eux. Mon grand Blaise ne ment jamais. J'ai construit leur bagnole pendant 40 ans. En remerciement, ils m'assassinent, mon petit. Ils n'ont pas fini d'entendre parler de moi. Mon collègue Mouloud aussi a été inquiété. Mon complice de pétanque. Oh, on rit beaucoup ensemble. Il perd tout le temps aux boules car, dit-il, il n'a pas le droit de trop s'approcher du cochonnet. Plus mauvais perdant que bon musulman, mon collègue. J'ai ma photo dans le journal ce matin. Première page. Et en médaillon, juste là, le portrait d'Eric. L'affaire éclate au grand jour. Les journalistes sont enfin là. Les mêmes qui s'étaient mis sur répondeur et qui devaient chercher en fouillant et hurlant, rageant, leurs archives effacées depuis. Ils devaient se mettre l'anus en sang pour chier leur scoop. Et le juge d'instruction, qui instruit l'affaire depuis 4 ans, sans avancer d'un acte, d'une procédure, d'une commission rogatoire, s'est vu retirer le dossier. Et s'est de lui-même retiré dans un monastère, pleurer au ciel la question que j'ai crachée à la société. J'ai mis mon costume du dimanche, les pinces à vélo. Je vais me rendre directement au commissariat. J'ai accroché un cajot derrière mon antique demi-course. Mon marché dépasse. Des fruits, ananas, des légumes, poireaux, des fleurs, lys. Je vais me rendre directement au commissariat où Mouloud a été inquiété. Et en dessous, je ne sais pas si c'est 30 ou 35 kilos d'explosifs. Où Mouloud a été retenu pour ce seul crime d'être mon ami. Celui de me connaître et d'avoir eu du chagrin pour ma famille. Aussi pour cette injustice de portrait robot. Il ne fallait pas me le tuer. Les fils d'ouvriers, de pauvres et même de chômeurs, ils aiment autant la vie que les autres, ou les vôtres, vous savez. Vous savez pas? Eh bien, vous allez l'apprendre. Sur le carreau. Nous les petits, les ouvriers, les issus des couches populaires, ce n'est ni le communautarisme, ni les ghettos, ni le chômage, ni rien de la misère qui nous font lever le poing. Car si on existe encore et à jamais, ça prouve bien qu'on est loin d'être une espèce en loin d'extinction. Même si on s'entraide et on s'entre-dévore entre nous, parfois. Non. On devient dangereux lorsqu'on tue nos petits. Moi, je m'en fous. Je suis vieux. Et vous m'avez tant et tant baisé avant de me tuer à petit feu. Je me rembourse de mon Eric en vous faisant payer un impôt de chair. Et je pars sans dette. 45 ans de bonne citoyenneté. J'ai mon droit pour moi.
croyez ça où? L'air du chien blanc. Dieu du ciel, pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça l'air du chien blanc? Milou a levé la patte là et en hommage à Tintin, ils ont décidé de baptiser ce bout de bitume l'air du chien blanc. Oh, à moins que ce soit Belle, la chienne de Sébastien. Vous savez, Belle et Sébastien, Belle, tu es si belle, et blablabla. Enfin, sincèrement, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'y traîne ma vie de chien hein, sur l'air du clébs blanc. Oh, et puis d'abord, pourquoi pas noir le clébard? L'air du clébard noir, ça le ferait, non? Bon, en tout cas, ça s'arrête pas beaucoup, hein. Oh, hé! Merci à vous de dire vroom en chœur à chaque fois que je dirais tiens, voilà une voiture. Ou caisse ou bagnole. Ok? Tiens, voilà une bagnole. Vroom. Merci, ça mettra un peu d'ambiance, ok? Oh, et puis en face, il y a nada. Hein. On peut se stationner, pique-niquer, se reposer en s'éloignant de Paris. Ah, mais pour le retour, bah trace, hein, faut que tu ailles au boulot et puis ça pour la reprise. Hein. Ah, une bagnole. Vroom. Bah, ce qui s'arrête pas beaucoup sur l'autoroute du soleil, hein, la 6. Ils y vont vers le soleil et moi, je fais du stop de nuit. J'ai plus de chances d'être prise. Enfin bon, d'être prise en pitié surtout, hein, mais... En plein jour, c'est pas pareil, ils ne prennent pas... Bon, la nuit, on voit pas trop la gueule, le look que t'as, mais de jour, ils sont méchants ceux qui vont vers le soleil de jour. Parce que pour tout vous dire, bah le soleil, ça rend con. Très, très, très con. Ah, une bagnole. Oh. Ouais, prenez par exemple le sud des États-Unis. Ségrégation, esclavage, Ku Klux Klan. Bon, le sud de la France, FN et j'en passe, hein, des pires et des meilleurs. Enfin bref, l'extrême droite en mode bronzette, quoi. Hein, bah, c'est quoi la preuve que le soleil rend con, non? Bon, je veux pas blasphémer, mais... Ah, une bagnole. Ouais, donc je vous disais, en dehors de tout blasphème, et avec tout le respect que j'ai pour les religions, hein, bah, elles viennent quand même toutes de pays sans ombre. Juste le cagnard qui leur a cogné sur la gueule, non? Faut dire les choses comme elles sont, enfin, elles viennent pas de la banquise des religions, mais du soleil. Mais prenez les Aztèques. Oh, l'éclipse, la trouille du soleil qui se barre, et hop, ils te foutent un malheureux sur la pierre à torture, et vas-y que je t'ouvre le bonhomme en deux, et que je te débite le client, et vas-y que je t'arrache le cœur, et puis alors le soleil revient, alors youpi youpi. Ouais, franchement, faut pas être con. Bon, hey, quitte à se faire chier, autant que ce soit en musique, hein. Au cas où passe un mélomane, sortons la guitare. Galérer pour galérer, autant que ce soit ce bon vieux classique de galérien. J'ai pas tué, j'ai pas volé, oh putain j'ai eu tort. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai bossé, je suis mort. Oh, je me souviens, ma mère disait, ne va pas faire l'esclave. Je me souviens, elle rigolait, vaut mieux risquer les entraves. Ah, peu. Mais le soleil, ça rend con de chez con, et même plus que ça parce que même les intelligents au départ deviennent cons à l'arrivée. Bon, et j'ai mes petites pancartes, hein, Toulon, Aix, Marseille. Ben, j'en change de temps en temps, il faut mettre toutes les chances de son côté. Bon, pour l'instant, je suis encore entre le froid et le chaud. Le Morvan, qui disent en langue indigène. Ouais, je vous disais, les religions. Prenez les juifs. C'est intelligent comme peuple. Bah, ils nous ont filé Einstein et bien d'autres, hein, de Pologne, d'Allemagne, enfin, bref, de l'Est, quoi. Et bah, ils étaient hyper intelligents. Et quoi qu'ils font, bah, ils vont au soleil. Et puis la badaboum devient tout aussi con. Bon, non, vous inquiétez pas, hein, je vais pas rentrer dans les discours antisémites, bien au contraire. À une époque où ils se protégeaient du soleil, où ils s'en méfiaient comme la peste, bah, ils nous ont inventé des trucs, des machins bidules incroyables. D'abord la sieste. Bah oui, la sieste. Dès que les ultraviolets débarquaient, et bah hop, direction la fraîcheur. Et l'ombre. Regardez les Mexicains. Vous avez déjà vu un Mexicain se poêler en tourne-dos au soleil pour bronzer? Mais jamais de la vie, il s'est vite inventé le sombrero, le Mexicain, et puis hop, à la sieste. Ah, une bagnole. Oh. Donc je vous disais, ouais, du temps jadis, du temps d'Abraham, bon pas Lincoln l'un mais l'autre, le mec qui a 120 piges voulait faire un enfant, puis que sa femme de 110, eh ben, elle pouvait plus enfanter, et ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ben la femme d'Abraham, pas Lincoln mais l'autre, elle a pris sur ses genoux une autre femme enceinte qui a accouché sur ses genoux comme si c'était elle qui accouchait. Vous voyez le système? Symbolique que ça se dit ce genre de choses. Ben ma parole c'est quand même hyper intelligent, non? Bah ouais, c'est un peu le début archaïque de l'invention de la mère porteuse en fait. On m'a tué, on m'a volé, j'ai fait mes 8 heures d'usine. On m'a tué, on m'a volé, et 47 ans de trime, je me
vas te niquer le dos. Je me souviens, elle rajoutait, crève métro, boulot, dodo. On m'a tué, on m'a volé, j'ai nourri mes filles et fils. On m'a tué, on m'a volé, et m'ont foutu à l'hospice. T'as une bagnole! Oh. Ça arrête jamais ces ploucs! Ça veut pas rater une minute de soleil sur les 15 jours de vacances. Hein. Bon non, vous inquiétez pas, je vais pas vous faire le coup des cons du Nord qui vont polluer les plages du Sud, on va s'épargner les clichés. Tiens, quoique dans le Sud, les moins cons, bon qu'il reste tout de même un peu, hein, c'est les immigrés. Bah oui, parce qu'ils viennent de pays encore plus chauds et plus brûlants et plus bouillants que le sud de la France. C'est pour ça qu'ils sont moins cons. C'est pas compliqué. Si le soleil rend con, et bah plus tu vas vers là où moins il y en a, et bah ta connerie devient dégressive. Non mais c'est logique, non? Tiens, moi par exemple, je vais vers le sud, au soleil. Bah pourquoi? Bah parce que je suis intelligente. Bon, paradoxal, je sais, mais réfléchissons ensemble. Ah, une bagnole. Alors je vous dis réfléchissons ensemble et vous me faites vroom. Et bah tu parles d'une réflexion philosophique. C'est le soleil qui vous a cogné sur la gueule ou quoi? Bon, c'est pas grave, je reprends. Je suis intelligente. Enfin, suffisamment pour savoir qu'on dit un imbécile heureux. C'est comme ça qu'on dit. Et jamais un intellectuel heureux. Donc, je vais vers le sud, au soleil, bah parce que moi aussi j'ai envie d'être heureuse. Et puis alors pour ça, il faut que je devienne imbécile, ce qui l'un dans l'autre est plus ou moins le synonyme de con, vous voyez. Et si on pousse le raisonnement à l'incandescence du bon sens populaire, et bah comment que ça se dit? Bah je vous le donne en mille, se faire une place au soleil. C'est pas con, hein? Bon, puis ils sont sympas tous de m'accompagner au klaxon là, mais... S'il pleut, c'est pas ma faute à moi, bande de brêles. Je me souviens, ma mère riait, rêve le top tirage grattage. Je me souviens, elle rajoutait, t'as plus de chance au braquage. On m'a tué, on m'a volé, j'ai attrapé le cancer. On m'a tué, on m'a volé, collectionner les ulcères. Je me souviens, ma mère se marrait, t'as du pot, y'a pas de guerre. Je me souviens, elle se gondolait, t'aurais été en première. Ouais, on m'a tué, on m'a volé, direction le cimetière. On m'a tué, on m'a volé, et pauvre con j'en étais fier. Enfin bref, j'ai vraiment envie de devenir con, comme un sudiste nain avec soleil. Moi j'en ai des théories sociologiques et des exemples psychologiques et des thèses philosophiques sur les méfaits scientifiques du soleil et de la connerie théologique. Hein. Et vous voyez dans la culture, les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Tu chantes ça à un aztèque, t'éclates comme une pastèque l'aztèque. Pour t'arracher le cœur et y voir, bah le soleil. Même le Maya il en connaît un rayon. Non, moi je vous le dis, évitez le soleil. Hein. Ça rend tellement con qu'on a inventé la météo. Bon, je dis pas ça pour les marins parce que c'est un peu leur assurance vie, la météo, leur caisse à outils quoi. Mais pour le coup d'âme lambda, le tout venant. Aujourd'hui il va faire beau ou pluvieux, venteux. Oui bah merci, mais on regarde par la fenêtre et puis bah voilà, on sait que ça va être une journée de merde si on va au boulot. Puis bon, à part les petites louloutes là qui vous font la météo en sketch sur Canal+, les autres là sur France 2, TF1, etc. Ils ont quand même des gueules de cons, non? Bon, faut pas juger sur le physique, hein, mais sous le soleil, le physique, bah il porte sur lui sa condamnation. Hein. Mais regardez les vieilles peaux couleur carotte, là, les épluchures sur les plages. C'est une algue orange ou... ah non, c'est une peau de vieille ou un vieux bourgeois canuté. Pelé que ça se dit chez l'humain. Ah, une bagnole. Oh. Ouais, le soleil, mes enfants, à éviter, hein, moi je vous le dis. Hein. J'en ai touché un mot sur le judaïsme, mais j'en ai aussi sur le christianisme et l'islam, hein, c'est pas les exemples qui manquent. Hein. Et imaginez qu'il fasse beau. Enfin, que vos prières soient exaucées quand vous vous dites « Oh là là, vivement qu'il fasse beau, c'est quand le soleil, oh l'été tarde à arriver ?» Et hop, un matin, le soleil qui arrive avec sa cargaison de maladies de peau, mélano pour tout le monde. Franchement, vous faites quoi? Eh ben, short et t-shirt, et direction la première terrasse de café. Bah, terrasse de café, sur les pelouses, près des fontaines, enfin bref. On n'a plus du tout le sens du danger, tu comprends? On se mollusque en crétin réjoui, et on transpire d'aise, et boum, on voit rien venir. Tu comprends? Short et t-shirt à suer, on verrait même pas un mec arriver avec un manteau de fourrure et une bombe en dessous. Bon, moi je fais gaffe, hein. Jamais au soleil à fondre comme un... pas comme un con. Mais les musulmans, c'est quand même les moins cons, hein. Ah, eux, ils se protègent du soleil grave de grave, hein. Djellaba bien blanche pour envoyer les rayons, turban sur la tête, et puis comme les femmes, bah ça a la peau hyper fragile, et bah hop, burqa pour tout le monde. Bon, ils ont leur connerie, hein, évidemment, qui y échappe. Avec toutes ces fringues sur le dos, là, faut leur sport 5 fois par jour, les mecs. Et si les juifs ont inventé les mères porteuses, les musulmans ont inventé l'aérobic.
Bah non mais vas-y toi, 5 fois par jour, là, debout à 4 pattes à se prosterner, c'est du sport hein. Puis alors sous les burkas, bournous et compagnie, je te raconte pas le sauna hein. Et puis pendant 1 mois, en plein cagnard, il te foutent au régime sec les gars. Pas de niam, pas de glou, entre le, je vous le donne en mille, le lever et le coucher, de qui? De quoi? Bah du soleil. Alors, pas boire un coup en plein midi, faut être con hein. D'autant plus que j'ai essayé moi, parce que bon, j'avais une petite bouée de gras du bide à perdre, alors j'ai ramassé d'apnée moi aussi, et conclusion, bah vaut mieux faire la grève de la faim que pour les grandes causes, que pour celles qui vous coupent l'appétit, comme tu dirais. Puis bon, les prières, moi, à part le refrain, elles auraient vu que j'étais pas dans le répertoire. Hein. Ouais, donc je vous disais, plus il y a de soleil, plus ça rend con. Prenez les Africains, bon, sans faire de racisme, hein, mais les Africains, ils manquent d'air ou quoi? Bon, quand je parle d'air, je parle pas de la lettre R, hein, parce que ça, ils en manquent quand ils parlent à l'occidental. Donc chez eux, en Afrique, il n'y a pas d'air. Bah, c'est quand même un continent où il y en a qui meurent de la faim, qui tuent dans les gargouillis de l'estomac vide. Non mais, faut être con, non? Et un continent qui a des buffles, des hippopotames, des girafes, des grosses bêtes pleines de viande et de vitamines, et bah non, eux, ils crèvent la faim. Non mais, il y a un problème, pas vrai? Et puis que je sache, ils sont pas végétariens, hein. Et bien là où il n'y a pas de soleil, genre, voire pas du tout, je parle des pays du Nord, et ben ils leur ont fait croire qu'il fallait pas bouffer les descendants des dinosaures, rapport que c'est des espèces protégées. Alors les autres là, ils ont tous fait ah bon? Et hop, les plateaux ça fait ramadan 11 mois sur 12. Ah non mais c'est complètement con, on est d'accord. Et ça fait déjà 2 fois qu'on leur fait le coup. Hein. La première fois c'est quand on leur a interdit de se bouffer entre eux. Le cannibalisme. Quoique, on leur a interdit de se bouffer entre eux quand ils ont commencé à bouffer du curé sauce missionnaire. Bah pas de leur faute, en même temps le moine il se pointe là en leur disant ouais je vous ai ramené une chips et un coup à boire, l'hostie et le pinard, on va se partager ça à la bonne franquette. Mais quoi que c'est comme spécialité culinaire qu'ils disent les autres? Tu sais, s'intéresser à la culture, la cuisine, tout ça. Et bah ça c'est le corps du Christ et le coup de rouge bah c'est son sang. Bah tu penses bien qu'ils avaient pas le vexé le moine, et bah je te le fous dans une marmite. Parce que bon, une chips par personne et une goutte de rouquin ça s'appelle l'apéro, hein, dans tous les pays du monde. Enfin bref, quand ils étaient moins cons parce qu'ils se foutaient à l'ombre, et ben nous autres, là, les blancs, diaphanes, transparents, translucides, et ben on allait leur couper un maximum d'arbres, alors vas-y pour trouver un coin d'ombre après. Ah mais c'est con, mais pas dire. Ah, une bicyclette. Non mais le pire, c'est ceux qui bossent, qui travaillent là, qui triment en plein soleil. Bon je parle pas des fonctionnaires, hein, mais des prolos. Ils se chient ceux-là. Non franchement, au soleil tout pue. Mais le sang d'abord. Bah ouais, les spectacles à l'hémoglobine, c'est sous le soleil que ça s'organise. Hein. T'as la corrida, voilà un exemple. Et tous ces cons qui applaudissent là. Mais vous savez quoi, j'ai fait une étude, mes enfants chéris. Et conclusion, l'applaudissement humain est le chaînon manquant entre le chimpanzé et l'otarie. Ouais. Plus ça empêche la piquette rouge des résus mélangés, plus il y a du soleil. Moi je sais, vu que je suis du peuple et que je voulais devenir con pour être un imbécile heureux, et ben j'ai essayé, mais là ma mère, brave femme celle-là, je te jure, elle sortait que la nuit ma mère. Et elle rentrait pile poil avant le lever du soleil. Et vous dire, j'ai longtemps cru que c'était un vampire ma mère. Et ça c'est intelligent le vampire, hein, respect total. Bah la lune c'est quand même moins dangereux, non? Enfin bon, depuis que l'homme a mis le pied dessus, on dit con comme la lune, mais si l'homme n'avait pas mis le pied dessus, bah elle serait restée intelligente. En même temps, si on vous marche sur la gueule, bah vous avez plus de chances de devenir un peu frappé du ciboulot ou fêlé du bocal. En un mot con, voire même méchant. Putain, je vous touchais un mot de ma mère, sainte femme qui m'a élevée. Hein. Elle n'est pas morte de déshydratation, celle-là, c'est moi qui vous le dis. Hein. Elle était chanteuse de cour, ma mère. Avec son répertoire perso, elle beuglait pas que la misère était moins pénible au soleil, elle pensait frigo à remplir, congélateur où stocker. Puis la seule fois elle m'a conseillé de faire du sport, c'était côté patinoire. Enfin, elle m'a tout appris, ma maman. T'as chanté ça sur l'air du Génère qui raconte. Je me souviens, ma mère me disait, quitte à mais vas-y fort. Je me souviens, elle conseillait, les galères ça reste du sport. Je ne demandais pas la lune, mais juste une place au soleil. Je ne voulais pas la fortune, mais juste un petit peu d'oseille. J'aurais dû tuer puis voler, comme elle s'est tuée à me le dire. Ma pauvre mère qui sait ce qu'elle a fait, du compte reste plus qu'à en rire. Ben là, moi j'en ai fini sur le soleil des cons, et comme disait Michel Audiard, les cons ça ose. Merde, j'ai un trou de mémoire, quelqu'un peut m'aider? Les cons, ça. Pardon? Ça ose tout? Oui, voilà, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ouais, et ben de nos jours, les cons ça ose même citer du Audiard.
Ça t'a pris un coup de soleil ou quoi, toi? Bah, et puis franchement, pourquoi il s'appelle l'air du chien blanc ici? Moi, je donne ma langue au chat. Hein. Ah bah, peut-être bien parce qu'on bronze jamais par ici. Ah, une bagnole! Oh. De police. J'ai cassé la machine à vivre. La machine à l'intérieur de moi. Je n'arrive plus à faire semblant. Je n'en peux plus d'être ce que je ne suis pas. Tu sais, ce matin, j'ai reçu l'ordonnance d'expulsion. Les dés sont jetés. Et une fois de plus, j'ai tiré d'impossible 0. Je vais donc m'en aller. Je ne veux pas leur donner le plaisir de m'embarquer ficelé dans un avion. C'est terrible. Ils te ligotent avec des bandes aux chevilles, aux cuisses, juste au-dessus des genoux, et enfin, mains liées dans le dos, ils te sendent en travers de la poitrine. Heureusement que la Croix-Rouge est là pour vérifier la légalité de leur bande et cautionner de son humanité le bon déroulement de l'ignoble. Ensuite, ils te portent à 4 à l'horizontale comme un cercueil, ou pire, comme lorsqu'ils basculaient les corps tout vifs sur la planche de la guillotine. Je ne veux pas de ça. Entre la honte et l'orgueil, le choix est vite fait. Tu me connais bien, toi. J'ai la tête dure. Il y a 8 ans que je suis là, et pas une seule fois ma pensée ne t'a quitté. J'ai même créé ma propre prière en égrénant tous les soirs les prénoms des êtres aimés. Toujours le tien en premier, maman. Ensuite les autres. Un prénom, et à voix basse, je dis bonne nuit comme on dit chute. Ou au revoir. C'est pourquoi cette lettre. Je n'ai aucun regret, tu sais. Oh, j'ai rêvé parfois d'une belle réinsertion à t'offrir pour la
fête des mères. Tu imagines tous mes rêves, mes envies, mes désirs. Je me suis vue sortir en disant stop, assez, suffit, c'est bon. Et puis, doucement, il y a eu l'évidence. Le petit écran m'a distillé sa leçon de mort au quotidien et je les ai vus tous et toutes. Pourquoi un petit marginal comme moi irait se insérer dans une société aussi grandement criminelle? Franchement, quelle serait ma place? Je ressens une immense pitié pour les victimes et les bourreaux, parce que je suis un peu des deux, selon le jour ou la nuit. Tiens, les soldats américains, ils photographiaient les pauvres boucs qu'ils torturaient. C'est normal, les serial killers aiment garder un souvenir de leurs victimes. Tous les profileurs l'affirment sans jamais perdre la face. Ils sont si fétichistes alors qu'on s'est permis. Pourquoi s'en priver? L'autre fois, il y avait une petite fille africaine à la télé. Et en la voyant, j'ai cassé mon cœur. Tu vois, je crois que tout tient à cette petite gosse, et rien que d'y penser, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. J'en ai fait un poème, comme un pansement. Mais je ne sais pas le lui envoyer, alors je te le joins, ma petite maman. La plaie. Petite fille du tiers-monde, sans aspirine et sans morphine, j'espère que tu as vécu, juste dans le but d'oublier ta douleur. Ça ferait trop mal que tu sois partie avec elle ou en elle. J'espère que tu as vécu, malgré ta jambe, mangée, rongée de vermine. Fillette torturée par un infirmier en larmes. J'ai des Doliprane dans ma cellule. Je ne peux pas les lui offrir. Elle aurait peut-être eu moins mal. Mon Dieu, comme elle pleurait. Elle se déchirait le visage d'incompréhension et de grimaces tant elle avait mal. J'en ai bavé ce soir-là en regardant ce reportage. Et je n'ai pas réussi à éteindre le poste. Je n'ai pas réussi à me lever pour appuyer sur le bouton d'arrêt. Je suis restée là, avec cette putain d'envie de la prendre dans mes bras. Et même de la tuer d'amour pour qu'elle ne souffre plus. L'infirmier sans anesthésie aucune curait la chair jusqu'à l'os. La plaie au tibia. Putain de merde. Pendant qu'on lui épluchait la viande de la jambe, elle regardait la caméra en hurlant, bouche ouverte, bavant dans les bras de sa mère. La caméra la transportait de l'entrée de son tunnel jusqu'à l'entrée du mien. Elle et moi, nous sommes rejoints dans l'obscurité. Et moi, je crois enfin avoir trouvé la sortie. Ah, j'ai mal. Si tu savais comme j'ai mal à l'être. Heureusement que les amis ont été tricotés avec les copains et quelques copines. Mais en 8 ans, à part toi, petite maman, il m'en reste peu. C'est drôle. Certains vont chercher dans l'Égypte ancienne le livre des morts, alors que leur carnet d'adresse dans leur poche intérieure en est un. Moi, mon agenda est lourd de marbre. Des copains pendus qui sentaient la corde dès leur arrivée. D'autres morts avant leur suicide qui, paraît-il, se sont eux-mêmes bastonnés, ratonnés, et j'en passe, des secrets et des mystères de ce monde clos. J'ai beaucoup de potes ici. Et encore plus là-bas au bled. Ceux qui ont été expulsés m'attendent. Ils sont les derniers aventuriers. Tu te rends compte? Ils osent l'exode, la fuite, l'émigration, quelle que soit la raison, chapeau. Une main devant, une main derrière, ils débarquent dans des containers ou dans des trains d'atterrissage. Il en pleut un par mois, paraît-il. Frigorifié, hypothermie en altitude. Lorsque s'ouvre le train, ils tombent de ne pouvoir s'accrocher. Un par mois. Boum. Un homme, une femme ou un enfant de glace. Quand je pense qu'on les insulte d'être des clandestins, des parasites, que ce soit l'horreur politique ou l'injustice sociale qui les pousse à se bannir eux-mêmes de chez eux. Il y a de l'épopée chez eux, entre Don Quichotte et Ulysse, entre la quête et l'errance.
Il y a peut-être encore une toute petite place pour l'aventure. Et oui, ma petite mère, l'autolar, sa philosophe, j'en ai bouffé de la culture. En 8 ans, j'ai appris consciencieusement tout ce qui est inutile, sauf la poésie. L'oiseau en cage chante. Je me suis tellement déchiré les cordes vocales que je pourrais m'y pendre. Je n'ai vraiment pas peur de mourir. Pour tout te dire, j'en ai même le sourire. Je n'arrive pas à m'empêcher de sourire en pensant que je meurs pour la France comme un héros, un résistant, un fusillé. Me tuer pour ne pas aller survivre dans mon pays d'origine m'amuse. Je meurs par amour de la France. Je suis un peu con, mais de nos jours, il faut être très con pour vouloir la liberté. Ici, tout le monde m'a dit que j'avais tort. J'aurais dû, semble-t-il, faire profil bas. Mais ils m'ont trop énervé lorsqu'ils ont dit que je ne devais pas vivre en France, lorsqu'ils ont ordonné l'expulsion. J'ai ri à leur nez, à leur accent. Le président de la commission d'expulsion avait un accent bourguignon. Moi qui suis tout entier de Paris, mieux, de la butte Montmartre. Je ne me suis pas étonnée puisqu'ils ont même osé bannir Victor Hugo. Alors moi, petit maghrébin de la seconde génération, moi qui suis un petit étranger d'origine française, que pouvais-je faire à part les mordre, les mordiller un peu? Tu sais, ça ne leur a pas plu du tout lorsque je leur ai asséné que la double peine était à la loi, ce que la double pénétration est au porno. Une prise en sandwich entre les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Franchement, je ne sais pas laquelle des deux est la plus obscène. C'est pour ça que les copains m'ont dit que j'aurais dû faire du léger, m'écraser, me taire, baisser la tête. Comment leur expliquer que depuis des millénaires, nous portons haut la tête et nuque raide des fardeaux sur le crâne? Génétiquement, nous sommes si rigides. Tu sais, maman, les roseaux plient, et les chênes, non. Mais je rêve de voir tous les chênes déracinés par des tempêtes, s'effondrer en écrasant des milliers de roseaux. Et tant pis pour leur gueule creuse. Attends, je tourne la cassette. J'écris en musique. Mes chansons préférées en boucle. Celle-là est belle. Avec tes armes artisanales pour guérilla de faits divers, ton cri de guerre même pas mal contre les bavures policières, et toi qui causes le verlan à des politiques qui savent l'envers des petits enfants qu'ils renvoient jouer dans les caves. Vos en veux-tu, vos en voilà, vos en veux l'un et va à l'eau. Les va-du-pied, les va-du-pied. Pardon, petite mère. Je n'aime plus la vie. Plus envie. Pas envie. J'aime les autres pourtant. Mais moi, ça n'a plus d'importance. Si tu savais comment j'ai tué, torturé, explosé, violé, humilié d'êtres humains, des juges, des flics, des avocats, des et encore des. En 8 ans, même l'esprit de la vengeance m'a quitté. J'expérimentais toutes les barbaries. Alors juste pour le crime, que sont ces fantasmes? Les miens. Ma condamnation à mort est peu de choses puisque je me juge, me condamne et m'exécute, en sachant que je suis pourtant innocent des atrocités que mon cœur et ma conscience reprochent à mon cerveau.
petite maman. Tu ne dois rien comprendre. Ce n'est pas grave. Celui ou celle qui te lira cette lettre ajoutera un post-scriptum du genre « Votre garçon a pété les plombs ». Et en t'accrochant à la folie, la mienne, tu supporteras, je te le souhaite de tout cœur, celle qui te viendra dans un hurlement de tripes. Pardon, tu sais. Pardon de tout mon amour. Ah là là, tant à te dire. Déjà, je t'aime. Ce qui m'ennuie, m'attriste, m'exaspère un tout petit peu, c'est la certitude d'avoir été inutile. Tu vois, si après cette lettre, la lâcheté m'envahissait, je serais capable de me résigner à finir ma vie dans un pays dont je ne sais rien, dont je ne connais rien, un pays dont je crois déjà ne rien aimer. Un pays qui est pourtant de ma couleur, de mon rire, de mon humour, de ma vie aussi. Là-bas, je pourrais même fourbir l'arme de ma rancune. Dieu est ma haine. Mais je suis intégriste. Le terrorisme, j'y ai pensé, pourquoi pas. Risquer de perdre son humanité dans l'exécution ciblée d'une personne pourrait être un acte d'amour, peut en devenir un. Mais l'expliquer au monde, l'affaire n'est pas mince. Quand je pense que le Christ a ressuscité le mort, fait marcher le paralytique, rendu la vue à l'aveugle, et tant d'autres tours de passe-passe, il a fait tout ça par la grâce du miracle, digne d'aller causer chez Mireille Dumas avec Lazare en guest star. Tous les plateaux de télévision se l'arracheraient, se le démembreraient pour l'avoir le Christounet. Mais face au capitalisme, il n'a rien trouvé de mieux que la lutte armée. Un fouet et hop, à tour de bras sur le cul des marchands du temple et révolutionnaires divins d'impuissance. Tu vois, maman, il était plus facile pour le Fils de Dieu de rendre la vie aux morts que de changer ce monde d'inégalité et d'injustice. Alors nous, terroristes ou pas, que pouvons-nous faire? J'ai perdu jusqu'au goût rêvé du meurtre. Enfin, je vais m'en aller, petite mère. Je voulais juste te dire que tu ne seras pas grand-mère. J'aurais commis un crime en ayant un enfant, non pas que le monde soit laid et la société des hommes pourris, mais quelle absurdité de mettre un individu au monde de 0 à 100 ans. Comme tout meurt. Enfant, je rêvais d'une énorme surprise et ça n'a été qu'une petite évidence. Que je meure aujourd'hui ou dans 10 ans, cela ne change rien. Dans 100 ans, autant dire quelques secondes, ne seront plus là ni toi ni moi, et pas plus eux. Alors franchement, pouf. J'arrive en fin de peine, petite mère. Et les quelques années que j'aurais encore pu vivre, je les laisse à d'autres. Au bout du compte, la mort n'est rien d'autre qu'une longue et chiante démarche administrative. J'éclôt mon dossier. Et enfin, l'administration pénitentiaire va pouvoir tamponner. Cause de libération, décédé. Heureusement que tu n'as pas le téléphone, sinon comme pour la famille d'un ami, il t'aurait laissé le message de mon suicide sur répondeur. Il y a trop de vieillards ici, cassés en 1000 morceaux, qui me rappellent l'enfant qu'ils ont été. Quelle horreur et quelle malédiction. Je sais déjà qu'à ma sortie, il y aurait eu un temps de froid social avant de retrouver le coco carcéral. Alors autant m'avorter maintenant. C'est hermétique, petite mère. Mais au moins, tu ne me verras pas vieillir et tu ne m'entendras pas te maudire dans 50 ans quand j'aurai si bobo aux os que la sensation de sentir mon squelette s'évader de ma chair pour aller vite se coucher dans une tombe m'aurait laissé mollusque dans je ne sais quel hospice ou quelle prison. Tu vois, la poésie. Et que ça vrai. Mais je ne regrette rien. Ma part d'enfance était belle, comme un gâteau d'anniversaire, sans bougie et pourtant plein de lumière. Celle que tu mettais dans tes yeux, tes gestes, tes mots. Merci pour tout cela. Je veux te dire que sans être heureux, je ne suis pas malheureux non plus. Tranquillement, tout est très tranquillement, humblement même. J'accède enfin au simple bonheur de m'en foutre.
Je m'en vais de moi-même, avant qu'on ne me foute à la porte, car tu as fait de moi un enfant poli, très bien élevé. Ton fils, Taleb. PS, je prends avec moi, en moi, tous les médicaments à ma disposition, au cas où je croise la petite fille noire. Je lui ferai croire que ce sont des bonbons. J'ai si mal pour elle. Pour nous tous. « 3h30 du matin. C'est pas une heure pour réveiller les gens. Même s'ils sont ni braves ni honnêtes. Et pourtant, 3h30, la douleur. De cette douleur qui vous met en apnée. Un peu comme lorsqu'on joue dans une piscine, à traverser toute la longueur du grand bassin sous l'eau, et qu'enfin arrivé, on touche l'extrême de faïence. On est dans le bonheur de remonter à l'air libre, dans la joie d'une bonne bouffée d'oxygène, mais non. Là,
Un diablotin vous maintient la tête sous l'eau et c'est la souffrance et la panique. Heureusement, je maîtrise la première et la seconde m'est inconnue. C'est pourquoi, me levant sans faire le moindre bruit, pour ne pas réveiller ma petite Maude, j'ai crapahuté en me tenant la poitrine, ce qui ne sert à rien, jusque dans le salon. Et là, bouche de poisson grande ouverte, je me suis sprayé le dessous de la langue de Natispress 0,30 mg d'Osfort, un dilatateur tonique cardiaque qui en moins de 2 secondes ouvre toutes les artères, veines coronaires pour laisser le sang passer par tout le corps en un quart de tour et rebooster le cœur, afin de stabiliser l'oxygène et gagner du temps avant l'irréparable. J'ai souri en attendant que le produit fasse ses faits, puis renouvelé l'expérience pour un résultat négatif. Idem pour une 3e fois. Par contre, à défaut de charrier du sang en torrent dans ma carcasse, un autre geyser a explosé, et m'est sorti de la bouche et des narines en cascade, en barrage dynamité, le plat du jour du midi et le dîner du soir via le petit 4 heures, le tout en bouillabaisse. Juste le temps de plier à genoux dessus la cuvette des chiottes. En tsunami, l'infarctus. Beau, très beau. Je n'ai pas cru bon réveiller ma petite Maude, qui m'en voudra toute sa vie, me dirait-elle ultérieurement. Moi, lui conseillant de m'être rancunière jusqu'à la fin de mes propres jours, ce qui ne devrait pas prendre très longtemps. Bref, je ne la réveillais pas pour la simple et bonne raison que je ne voulais pas qu'elle me tue d'incompétence. En effet, nous venions tout juste d'emménager dans notre nouvel appartement et avec la peur, l'angoisse, le doute et toutes ces saloperies qui font les thèmes et sujets des thérapies collectives, elle n'aurait su dire exactement au secours le numéro de notre nouvelle adresse, le numéro de code ou bien l'historique de mon parcours cardiaque, puisqu'en effet cet incident n'était pas le premier. Bref, les numéros gagnants du temps. La douleur m'avait donné du sursis, dont j'allais profiter pour penser à tous ces pauvres êtres qui mouraient dans leur lit et dont on disait avec une pointe de jalousie qu'ils avaient eu une belle mort. D'où vaste connerie. Il est mort? Allons donc, je l'ai vu encore hier. Ben oui, du con, hier il était toujours pas crevé. D'où l'expression du jour au pas lendemain. Il peut se passer une chose et la nuit porte deuil. D'une nature pudique et d'une hygiène maniaque, je me regardais bien dans la glace et naturellement, malgré les braises palpitantes dans ma cage thoracique, me vint l'idée saugrenue de faire un beau cadavre. Au moins un macabé propre. Je me mis nu pour filer sous la douche avec un mal de chien et me suis récuré en contorsionniste de la plante des pieds au cuir chevelu dans une toilette mortuaire. J'enfilai ensuite une sortie de bain propre et surtout me dégotai la rareté d'un caleçon semi-immaculé dans le panier de linge sale. C'est à partir de ce moment que j'essayais ma voix dans le miroir, moitié croissement, moitié bégaiement. Les gens mouraient de terreur avant de mourir du cœur. La panique viscérale leur bloquait les cordes vocales et, pliés en deux d'épouvante, se tenant le ventre, ils raréfiaient d'eux-mêmes le peu de souffle restant dans la cornemuse des poumons et mouraient d'une fausse note, recroquevillés, tout bleu d'un manque de sang-froid et enfin tout violet de conneries. Ma voix n'aurait pas concouru pour l'opéra, mais bon, elle était plutôt claire. Je pris donc sur moi et téléphonai au service adéquat en mécanique cardiovasculaire, le numéro d'urgence 115, spécialisé en la matière. Collant ma bouche, ma main en conque, je parlais doucement et clairement, priant le SAMU de se dépêcher. Et toujours d'une voix froide et calme, presque morte, j'énumérais mon curriculum vitae cardiaque problématique. À l'autre bout du fil, une jolie voix féminine me demanda si le monsieur en question était évanoui. Le monsieur en réponse rétorqua qu'il parlait lui-même et qu'il était bel et bien lui, le sujet, l'objet de la conversation et... On me raccrocha tout bonnement au nez. Oui, aussi simplement que ça, on me raccrocha au nez. Je rappelais, tandis qu'on me rappelait, je tombais sur une boîte vocale qui devait également tomber sur la mienne. Suite à un petit ping-pong morbide, nous raccrochâmes les wagons et elle s'excusa, me disant qu'elle envoyait les secours illico presto après avoir noté adresse, étage, code. Elle s'excusa d'avoir paniqué, croyant un appel d'outre-tombe. Je lui signifiai gentiment que je laissais la porte ouverte et allais m'allonger un peu sur le canapé du salon. Gisant de blanches pâleurs translucides, je les espérerais plus que je les attendrais. C'est
ce moment que choisit Maud pour débouler, hurlant de jalousie d'avoir capté que je téléphonais tard dans la nuit, certainement à une maîtresse. Elle m'accusa aussi de faire semblant de m'être allongé précipitamment en alibi après avoir accroché à la vitesse grand V avant le flagrant délit. Tandis qu'elle hurlait, la porte ouverte cogna fortement contre le mur du couloir et une escouade de blouses blanches et de pompiers multicolores entra dans le salon, matériel de guerre en main. Maud sursauta, et dans un pauvre sourire, je ne sus que lui dire de me laisser mourir en paix. Elle regarda l'invasion, les yeux ronds, puis moi de la même façon. Et dans son petit cerveau, j'entendis la vilaine sonnerie de sa conscience qui déroulait le moment de mon réveil à l'arrivée de la cavalerie. Je n'avais pas cru bon la réveiller en m'accrochant cinématographiquement à elle pour le dernier je t'aime râleux de mon ultime souffle. J'allais partir sans dire au revoir, comme un malpropre, malgré la douche. Ils m'ont demandé de chiffrer la douleur de 5 à 10. J'ai répondu au pif 8. Alors ils m'ont proposé de me piquer à la morphine, ce que j'ai refusé illico. Pas question de ne pas voir et savoir. J'ai serré les dents. Et tout ce qui peut se serrer dans un corps humain, et nous voilà partis directement aux soins intensifs. J'aime bien la musique. J'ai eu le droit à la sirène. Les imbéciles, dans la rue ou aux terrasses des cafés qui râlent contre les nuisances sonores des sirènes, j'aimerais bien les voir allongés sur un brancard à compter les grains du sablier, les caillots de l'horloge biologique. Ils m'ont monté au bloc et là on fait ce qu'il y avait à faire. Me donner du crédit de vie, du rap d'existence. Le matin, j'ai émergé dans un lit de rarèche, le cul nu dans ma petite chemise de nuit jaune pissâtre, le palpitant blindé de petits ressorts, microscopique échafaudage pour déviation du réseau sanguin. Tout timide, un petit jeune est arrivé, un gros dossier sous le bras pour me demander mon témoignage et mon parcours. Pareil que j'étais un survivant de la jungle cardiologique. J'ai pas eu le cœur à lui refuser, alors j'ai répondu à ses questions pour l'aider à se diplômer. Fallait bien que je mette du mien, pour ne pas trop culpabiliser de mes projets d'évasion. Et oui, lorsqu'on n'a pas de papier, on n'a plus de sécurité sociale et donc pas la possibilité d'aller glisser une carte vitale de CMU ou d'AME, aide médicale d'État, dans la fente des admissions. Bref, délaissant la fente, je comptais bien la leur mettre dans le cul. Alors, quand même, je lui ai dit mon premier fartus, puis mon deuxième avec l'opération à cœur ouvert et enfin celui du jour. Il en est resté sur l'anus, l'étudiant. Et oui, pas un fartus, mais 3 fartus. Du sérieux, du lourd. Il a focalisé sur l'opération, le petit. Tu penses? La cage thoracique de part et d'autre et 2 grosses paluches à trifouiller dedans. Il m'a remercié comme il se doit et la gamelle à bouffe est arrivée. Le pain d'hôpital. Oh, le dernier repas d'un condamné à mort, c'est 4 étoiles. Dans l'après-midi, j'ai vu un truc extraordinaire. Une délégation, un prince cardio, grand, beau, une sublime crinière blanche, une voix chaude de cinéma, une allure de danseur, un matador du bistouri, avec des longues mains fines, fortes et soignées. Vous dire, juste avec un ongle, il aurait pu ouvrir sans scalpel le plus dur morceau de bidoche. Une star pénétrait dans mon gravat. Le sentiment qu'il grimpait les marches de canne à chaque pas. Moi, me rapetissant dans le creux de mon lit tandis qu'il grandissait, l'impression de l'idole hyper équilibrée. Un César dans une poche, un Oscar dans l'autre, profil d'Esculape à bâbord, d'Hippocrate à tribord, le pied marin quoi, dans ce bourbier de microbes, bacilles et autres virus. C'était THE cardiologue, suivi de son staff d'étudiants. Petite nana gironde et petits gars de bonne famille. Ils venaient tous pour moi et le petit étudiant intervieweur. Le mec, s'il se présentait au présidentiel, juste au physique, élu au premier tour, le bellâtre. Le mot m'a attaqué directement par l'opération à cœur ouvert. Dans le dur, fasciné qu'il était, Nino. Il a fait un commentaire, j'ai cru que c'était lui qui m'avait bistourisé quelques années auparavant. Et là, la gravure médicale s'est tournée vers moi et a prononcé mon futur arrêt de mort. Monsieur, sachez que le 3e infarctus est fatal. Fatal. Tous et toutes m'ont regardé comme des hyènes une bête blessée.
Et moi, sans penser à mal, j'avais pas vraiment le cœur à rire, ni de me payer la tête de qui que ce soit, mais j'ai dit que justement c'était bien là mon troisième fartus. Dis donc, il a changé de couleur le chirurgien. Quoi, passez-moi ça. Qui l'a dit? Main tendue vers le dossier de moi à l'interne étudiant en le fusillant des yeux. Moi, cul nu dans ma chemise jaune, j'ai biché un chouïa, j'avoue. Le staff scolaire mangeait des yeux son chef, en me lançant des regards de haine de ne pas m'être direct éclipsé après le 1, 2, 3 soleil des ventricules et de la horte. En effet, il a bien vu que j'en avais fait 3 des fartus. Une fois médaille de bronze, médaille d'or avec les pontages et d'argent pour celui-là. Le podium, moi. Il a cherché à faire oublier qu'il avait prédit ma mort aux 3 coups du baissé de rideau et, plissant son beau visage en serpillière essorée, il m'a montré d'un doigt victorieux. Et je vois que vous fumez encore. Le staff se les fait choral gospel dans des oh et des oh. Et lui a surenchéri quand j'ai répondu bah oui, je suis un peu con, c'est vrai. De toute la hauteur de ses grands chevaux, les ânes de son cercle d'admirateurs estudiantins, il a lâché un truc qui ne m'a pas plu du tout. J'avais pas vraiment le cœur à rire. Et si je l'avais eu sur la main, le cœur, croyez-moi, ça aurait pas été le mien. Vous n'êtes pas con, monsieur. Vous êtes le roi des cons. Voilà ce qu'il m'a jeté dans l'âme, cet aristocrate de l'hôpital public. C'est pas gentil de parler comme ça à son roi. Il est resté bouche bée. Tandis que les fans, supporters, militants de leur champion coronarien pouffaient. Je crois qu'il lui est venu l'envie, comme ça, furtivement, de penser à m'euthanasier sur place, en me lacérant ses beaux ongles manucurés au rasoir. Il a fait volte-face et a battu en retraite, suivi par ces grognards géniards qui continuent à rigoler en se retenant d'exposer le rire. Moi, cul nu dans ma liquette pisseuse, j'étais bien content. Comme je venais de lui en faire manger, j'ai dégusté la merde du plateau repas avec un certain plaisir. Un peu de savoir-vivre ne va pas sans beaucoup de savoir-mourir. Non mais merde. Il me restait du cœur.
1899. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un moine belge aidé d'un autre français m'ont ouvert de la gorge mon brûlé. Leurs mains froides aux ongles glacés ont vidé mon corps du chaud des organes. Mon cœur, mon foie, mes poumons, mes viscères. J'ai senti ma cervelle couler de mes narines, puis ils ont cousu mes paupières et mes lèvres. Ils m'ont mis debout, et le squelette de mes doigts brisés s'est accroché pour une éternité de 100 ans de solitude à la sagaie de mon père, la lance de mon grand-père. Moi qui étais fils d'eux, et arrière-petit-fils d'eux, et arrière-arrière-petit-fils d'eux. J'ai fait le grand voyage en quittant ma terre natale pour franchir les frontières en point de suture au pied de l'Afrique. J'ai voyagé debout, dans une caisse d'1,65 m, entre le lion aux yeux de porcelaine et la girafe au long cou condamnée à la fierté. 1900. À Paris, j'ai vu passer des milliers de gens devant moi. Une petite fille m'a regardé dans mes yeux cousus. Elle attendait des mots et des chants. Des cris de guerre et des prières de mes lèvres excisées du jouir de la parole. Debout devant la case, je me suis fait sentinelle de l'aurore en m'escargotant dans la coquille de ma mémoire. Sentinelle qui ne gardait que moi, je suis resté là avant de retrouver mon cercueil. Moi, voyageur et bagages confondus. J'ai vu beaucoup de pays blancs, prisonniers, déplacés dans la rigidité des cadavres, sans jamais déranger l'immobilité des vivants. 1914, j'ai senti sous mes pieds le sang bouillonnant de la terre et le feu de la guerre. Le blanc mangeait le blanc, mais pas une étincelle ne m'a atteint. Ma sagaie, comme l'aiguille dans cette botte de foin que j'étais, n'a pas attiré la foudre du ciel. De joie, j'ai frotté des silex, non pour le feu, mais pour la lumière. J'ai frotté dans l'invisible du cœur de mon cœur, dans l'invisible du foie de mon foie, dans l'invisible des poumons de mes poumons. Éviscéré, j'ai senti dans l'invisible des tripes de mes tripes grouiller le rire, le chant et le cri de mes ancêtres nourris d'un peu de lait de chèvre et de beaucoup de sang de bœuf. En 1920, un jeune couple libertin s'amusait de savoir si j'étais homme actif sous mon panier. 21 ans plus tard, ils étaient cendres. 1936. L'Espagne frappait des talents dans la marche et la danse. Le chant des hommes et la danse des femmes portaient sur l'Europe la flamme noire des libertés. Peste, lèpre et choléra se glissèrent dans les cœurs et les âmes. À l'abri, j'ai tendu mon oreille fanée, séchée, et sur ce tambourin de soie diaphane, l'écho de la haine est venu à moi. Je m'en suis réjoui 3 fois. 1940, des ombres sont venues, marchant vite en regardant à droite et à gauche. Ils notaient, inspectaient, et pour une fois, ils se sont arrêtés vraiment devant moi. J'ai vu leurs visages démultipliés, tandis qu'ils grossissaient derrière leur monocle chaque partie de moi. Puis ils ont parlé du lion aux yeux de porcelaine, de la girafe au long cou condamné à la fierté, du grand singe des hautes montagnes, et ils les ont comparés à mon animalité. Ils levèrent tous le bras droit, en hurlant un nom qui n'était pas le mien. Ils sont repartis, et j'ai senti chez ces guerriers que le blanc et le noir seraient enfermés dans le rouge pour 1000 ans. 1950. Un homme blanc recouvert d'une peau noire m'a observé sans reconnaître en moi le cousin de son cousin. Incrédule, il a souri avant de rentrer chez lui pour dire aux blancs qu'il n'était pas bête à manger du foin, et que le pouvoir lui appartenait aussi en partage. 4 ans plus tard, il retournait comme un gant sa peau noire écorchée. Ils l'ont ensuite accroché à un porte-manteau, aligné à d'autres, d'un seul côté d'un long couloir interdit aux blancs. 1960. La dame aux 2 bébés dans le dos, ma sœur noire, ses petits noués dans le pagne, chantant en nettoyant sous les pattes du lion aux yeux de porcelaine et sous le ventre de la girafe au long cou condamné à la fierté. Elle fredonnait l'absence du R qui fait de tous nos peuples un joyeux canage pour la moquerie. Appelez-moi ce que je dois, vous pas m'avoir gardé esclave, malgré ces nouvelles entaves, au pied de la fatalité, aux chevilles de l'égalité, au moyen de la lipette. Pour que mâche va l'avenue, les culs-jattes de l'humanité. Elle ne m'a pas touché en se signant de la croix pour conjurer les gris-gris autour de mon cou, là où la couture dessinait les vieux boursouflés de la vengeance. La poussière est restée aussi longtemps que le souvenir. Dans le dos de la dame, 2 bébés me fixaient, et de ma bouche ornée de fils de fer, je leur ai souri. Et ils m'ont rendu le sourire caché
de ceux qui savent les choses avant de les vivre. « 1966. La panthère noire est venue au-dessus de ma tête, s'allonger sur la branche en béton de bois. Elle ne redoutait pas ma lance, et je ne craignais pas ses crocs. Elle m'a dit dans notre langage de disparu, d'oublier qu'elle venait de là où des millions d'hommes et de femmes noires avaient coulé au pied d'une statue de liberté. Elle me parlait de ces petits là-bas, qui levaient haut le poing après avoir tendu la main. La fleur main venait de donner le bouton point. La vie s'inversait. Elle m'a annoncé le monde à l'envers à cause de l'apocalypse. Sous le pied de la statue de la liberté, un billet d'$1 promettait tous les rêves pour qui l'arracherait. J'ai dit à la panthère noire que j'allais enfin rentrer chez nous, puisque ses fils et filles viendraient me chercher. Le gaz et l'électricité, la balle et le bidule, le mot et le geste ont dispersé les fils et filles de la panthère. Et le temps des hyènes saupoudrés de blancs cristaux est venu. 1970, un homme jeune est passé, toute la sagesse dans ses yeux fermés. Il me regardait et mes yeux cousus ont vu dans les siens. Il a souri 2 fois, une fois pour lui, une fois pour moi avant d'ouvrir les yeux pour détourner son regard. J'ai ri à sa sagesse. Lui, jeune, était le dieu taxidermiste. Il avait enterré avec son bras des millions d'hommes en armes. Il attendait son heure, son jour, sa nuit, son temps. « 1990. Les vendeurs d'esclaves sont revenus sur des petits chevaux galopant au travers de l'échiquier, sabrant en diagonale tous les fous, renversant les tours, détruisant roi et reine. Ils criaient la grandeur, et derrière eux, rien ne poussant, ils se sont affamés en mangeant du sable mêlé à la boue liquide et noire du centre de la terre. Leur cri de guerre, « Allah Akbar !» est devenu pleurs de prière. Je suis resté 100 ans entre des caves et des greniers de musées. Durant 100 ans, j'ai vu par l'invisible des yeux de mes yeux l'homme blanc, l'homme jaune, l'homme noir travailler, jouer, mourir, naître devant moi. Je les ai vus tirer des cartes et toujours le roi de pique fasciste et la dame de cœur démocrate sortir ensemble du jeu pour rafler la mise de leurs malades et de l'argent mort. J'ai compris le chagrin de l'émeraude, la souffrance du diamant, la peine du rubis. « 2000. Enfin, un homme multicolore a dit qu'il fallait que je rentre chez moi. Un homme arc-en-ciel a regardé dans le miroir de mes yeux cousus. Un homme arlequin a défilé en fil de fer cousant ma bouche. Le lion aux œufs de porcelaine et la girafe au long cou condamnaient à la fierté. Le grand singe des hautes montagnes et la panthère noire sont restés exposés. 100 ans après l'exposition universelle de 1900 en France, j'ai su que je rentrais chez moi pour retrouver mon cœur, mon foie, mes poumons dans le chaud de la terre africaine. L'homme triste me va m'ensevelir, mais je repoussais en épouvantail au-delà des gratte-ciels transparents les dépassant de mes yeux cousus. En 1899, un moine belge aidé d'un autre français m'ont empaillé pour m'exposer aux yeux du monde entier. Témoin, coupable et muet, dans un village africain reconstitué sous la pluie et la neige d'Europe. 100 ans de vraie solitude. Moi qui ne me savais plus des territoires fixes, j'ai marché 100 ans, tout debout sur mes racines jusqu'à aujourd'hui. En l'an 2000, après l'empaillé, je rentre chez moi la mémoire pleine d'éléphants. Je suis aussi, à moi seul parmi tant, victime d'un crime contre l'humanité.